Ce qui se passe, enfin je crois qu'il faut repartir du 1er novembre 1954, 1er novembre qui est la date officielle, on va dire, du début de la guerre d'Algérie, de ce qui va devenir la guerre d'Algérie. Et en novembre 1954, donc le FLN et sa branche armée, la LN, décident de lancer un mouvement armé pour obtenir l'indépendance de l'Algérie. Mais ce mouvement armé est un mouvement qui doit respecter les lois de la guerre, etc. Et donc le FLN dit que les civils ne seront pas visés, dit que les lieux religieux ne seront pas touchés, mais par contre, évidemment, ce sera tout ce qui représente le colonialisme, c'est-à-dire les forces armées, les forces de l'ordre, l'administration, etc. Et effectivement, à partir du 1er novembre 1954, essentiellement, bien sûr, il y a eu quelques bavures, on va dire les choses comme ça, mais pratiquement pas trop de civils visés en tant que civils. Hein. Très souvent, bon, on retrouve effectivement que les gens qui sont tués sont essentiellement des gens qui peuvent avoir une responsabilité dans l'organisation du pouvoir. Et puis, bien sûr, ce sont les bandes armées qui se heurtent aux forces de l'ordre, à l'armée ou à la police dans le maquis, notamment dans le massif des Aurès, au sud, et un petit peu moins peut-être en Kabylie. Et donc le mouvement semble s'essouffler. Le mouvement semble s'essouffler, sauf peut-être dans le nord constantinois. Dans le nord constantinois, cette zone qu'on appelle la zone 2 à l'époque, qui va devenir la Louis-la-Liya 2, après le congrès de la Soumam d'août 56. Enfin, donc c'est à peu près la même chose. Et dans cette zone, eh bien, on assiste quand même, c'est peut-être le seul endroit où il y a une activité qui se maintient. Et là, je montre un petit peu avec pas mal d'exemples. Et là, il y a un responsable. Le responsable, on va dire le chef de cette zone 2, qui s'appelle Zerot Youssef. Mais il se dit, bon, si on veut faire quelque chose, il faut essayer d'impliquer un petit peu la population civile. Et donc, on envoie des gens dans tous les douars, dans toutes les petites villes, etc., pour essayer de mobiliser un petit peu la population. Le samedi 20 août 1955, dans une quarantaine de localités, à midi, des hommes armés encadrant une population civile relativement nombreuse, plusieurs milliers de personnes à Skikda, Philippeville, plusieurs dizaines à Constantine. Et puis, bon, selon les endroits, on a calculé qu'il y avait à peu près 10 à 12 000 personnes comme ça qui s'étaient insurgées à cette heure-là et qui se dirigent vers ce qu'elle trouve. Elle tombe quelquefois sur des gendarmeries, quelquefois sur des casernements, mais le plus souvent sur des Européens qui sont là et qui sont agressés. Le 20 août 1955 au matin, dans la chaleur torride de l'été, Constantine semble paisible. Les Européens vaquent à leurs occupations. À midi, des soldats de l'ALN en uniforme attaquent des postes de police. Des grenades explosent. L'offensive se produit au même moment à Philippeville et dans tout le Constantinois. Pas dire que partout le muezzin, je ne peux pas le dire, mais c'est vraisemblable, hein, que partout le muezzin est intervenu, hein, mais qu'à certains endroits, il y a des gens qui comprenaient très bien l'arabe ou qui font partie des insurgés qui nous disent on attendait qu'on nous lance l'appel. Parce que donc la dimension religieuse est très importante ici, notamment du fait de la personnalité du chef qui est Zerot Youssef, hein, qui était un musulman fervent. Enfin, j'ai plein de témoignages qui me disent que chaque réunion qu'il organisait commençait par une prière, qu'il avait toujours avec lui un imam qui devait dire des prières, qu'il récompensait les gens qu'il voulait récompenser en leur donnant un Coran, et ainsi de suite. Hein, donc, si vous voulez, il y a plein de
témoignages qui montrent que c'était bien, pour lui, la dimension religieuse était très importante. On va la retrouver plus tard, tout au long de la guerre d'Algérie, cette dimension religieuse ou pas? Elle va se retrouver, la plupart du temps, elle va se retrouver même actuellement. Si vous allez à Alger, il y a un musée du djihad. Un musée du djihad qui reprend, donc, dans tous les conflits armés entre la France et les Algériens, sont rentrés dans ce cadre-là. Et en particulier, mai 45, peut-être, mais surtout, donc, effectivement, l'accent est mis sur août 55. Donc les Algériens revendiquent cet aspect religieux. Et il faut savoir, par exemple, que un certain nombre de gens qui avaient une position parmi le FLN, une position plutôt laïque, ont été petit à petit écartés, soit gentiment, soit définitivement. Voilà. Donc, et il faut savoir qu'en 1962, bien, la constitution algérienne qui a été adoptée a dit que pour être algérien, il fallait être musulman. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu ou si les gens qui vont m'écouter ont lu le livre du commissaire Roger Le Doussal. Roger Le Doussal dit bien qu'il était commissaire en Algérie à cette époque-là, et il dit bien que cette dimension religieuse est complètement occultée. Alors elle est occultée, pourquoi ? Il donne plusieurs explications, mais la première, bien, c'est de dire bon, bien, on comprend pas très bien ce qui se passe. On n'est pas les Français, la France à l'époque n'a pas compris la dimension religieuse de cela. La deuxième, c'est que on ne sait pas l'expliquer. La troisième, c'est que c'est un peu étranger à notre culture et donc on n'imagine pas. Et puis la quatrième, peut-être, c'est pour ne pas effrayer le Pékin. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est que ce que dit Jacques Soustelle, j'en montre un peu un exemple dans le livre, dans les annexes. On a retrouvé des papiers chez comment on va dire, un responsable FLN qui a été tué, des papiers qui sont signés de Ben Bella, mais on les a retrouvés quelques mois plus tard, où on dit ce que rapporte. Mais il n'est pas sûr que c'était vraiment pour août 55. Ceci dit, le commissaire Le Doussal, Roger Le Doussal, dit que lui, il a interrogé Ben Boulaïd, qui a été arrêté, il a interrogé en début de 1955, en février 55, et déjà, lui, il dit cette orientation de la guerre d'Algérie était plus ou moins envisagée par Ben Boulaïd dès février 55. Donc, c'est vrai que, bon, on a des éléments, mais on n'a pas la preuve, je crois qu'il faut être prudent là-dessus, que c'était vraiment ça. Alors, il est certain que les gens qu'on a lancés à l'assaut, on les a lancés à l'assaut de populations civiles, mais ils étaient sommairement armés, ils étaient armés de coutelas, ils étaient armés de fusils de chasse, ils étaient armés... Certains étaient drogués, vous dites même. Alors ça c'est à Philippeville, à Philippeville j'ai eu plusieurs témoignages qui montrent, certains affirment, d'autres évoquent la possibilité que ces gens aient été drogués. Notamment, donc, j'ai rencontré les médecins, le docteur Baldino notamment, qui était à Philippeville, et les médecins qui racontaient que les anesthésistes avaient du mal à endormir les blessés du FLN, d'une part, comme s'ils avaient été drogués. Donc, simplement, et ils ne souffraient pas, contrairement à ceux qui n'avaient pas été drogués. Donc, il y avait des gens qui souffraient, d'autres qui ne souffraient pas. Et puis, il y a un certain nombre de responsables du FLN qui écrivent dans leur mémoire, qui disent mais ils marchaient comme des automates, et l'armée tirait et les premiers rangs tombaient, on les enjambait sans se préoccuper, etc. Enfin, ça évoque un petit peu des gens qui n'ont pas tout à fait ils ne débandent pas comme dans d'autres endroits où ils n'étaient pas drogués. Et quand on commence à tirer, tout le monde s'en va. Là, à Philippeville, ça ne s'est pas passé. 200, 1200, 12 000 morts algériens, les chiffres valsent en une macabre comptabilité. La férocité de la répression
dépasse en démesure la sauvagerie des massacres. Comme 10 ans plus tôt à Sétif, la loi du talion est démultipliée. 10, 100 Arabes sont exécutés pour un Européen assassiné. 71 Français d'Algérie sont enterrés à Philippeville. La stratégie de Ziroud Youssef, chef régional du FLN, a réussi. Désormais, entre les deux communautés, la fracture est irrémédiable. La guerre d'Algérie a dépassé un point de non-retour. Il y a eu une erreur stratégique qui a été faite par la France. L'armée française, bon, il faut dire que bon, quand ils sont arrivés, par exemple, dans certaines villes, certains villages, qu'ils ont vu ce qui s'était passé, c'est un petit peu ce qui passait aussi en 1945, et l'armée n'a pas supporté. Et donc, et puis... l'armée et les populations, parce que certains la population européenne, essentiellement, voilà, prennent les armes parce que ils sont isolés dans la campagne, etc. Donc, ils n'ont pas envie de subir le sort comme d'autres de leurs compatriotes ont subi. Et donc, l'armée va pourchasser les insurgés, mais ces insurgés, en partant de leur village, bien, vont amener avec eux leur famille, et ça va faire une débandade. Et donc, quand l'armée arrive dans une mechta, dans un douar, et qu'il n'y a plus personne, elle considère que ce douar, cette mechta, toute la population était insurgée, et donc on va les poursuivre, et ça va être là aussi, comme ça a été le samedi 20 août et éventuellement un petit peu le 21 août, une chasse aux faciès européens. Ça va être une chasse aux faciès indigènes, musulmans, algériens. On sait qu'il y a eu au moins 1 millier de morts les premiers jours. Mais ensuite, il y a eu un certain nombre de morts. Alors, je ne sais pas combien il y en a eu. Les Algériens disent qu'il y en a eu 12 000. Moi, j'ai repris tous les rapports de l'armée, notamment, en disant bon, on a tué tant de personnes, etc. Donc, on fait l'addition de la gendarmerie ou les rapports, mais beaucoup plus rares, des services civils. Bon, j'ai pu dire qu'il y a eu au moins 3200 morts. Loin des 1200, 1400 que disent les rapports officiels. Mais je suis sûr d'être en dessous de la vérité. Donc, combien il y en a eu, mais bon, on peut dire qu'il y a eu 5, 6, 7 000 au maximum. C'est ce que disent, en principe, les gens qui, à l'époque, étaient à peu près informés. Donc, il y a eu... les Européens ont perdu confiance dans leurs voisins musulmans, donc il y a eu un fossé qui s'est un petit peu élargi, mais les musulmans qui ont vu qu'un certain nombre, et une majorité je pense, de gens innocents qui n'avaient pas participé à ce soulèvement ont été tués, on dit, bon ben vous voyez, le fossé entre les deux communautés s'est élargi, d'une part, je crois que c'est la première conséquence importante. La deuxième, c'est que maintenant, il y a une radicalisation des deux communautés, ce qui fait que toute négociation n'était plus possible. Et si la guerre d'Algérie a duré encore 7 ans, c'est peut-être, elle aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt. C'est ma conviction, elle aurait pu s'arrêter beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu ces journées du 20 août 55. Quand j'ai vu que ça allait si mal à la veille de l'indépendance, j'ai dit à ma famille, on rentre, on ne va pas rester là, se faire massacrer comme des idiots, on reviendra éventuellement. Hein. J'ai dit, on a sauvé notre peau jusque-là, on va, pour 4 hectares de terre, on va risquer sa peau, c'est trop bête. La préfecture nous dit, il faut partir ou on ne répond pas de vous. Et que surtout les murs envoient la valise ou le cercueil. Je me retourne même pas quand je quitte la ferme, mais je sais que c'est peut-être la dernière fois. Mais je me retourne pas. Dans le virage en haut, là où a été tué mon père, je me retourne pas un dernier coup sur la maison. Partir où? Surtout quand on a la poche vide. C'était dur. Mais là, je ne savais pas que je partais. C'est ça. Le vainqueur a le droit du vaincu. Et en ayant le droit du vaincu, il a, hélas, le droit aux excès. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui a précipité nos départs d'Algérie. Il est absolument certain qu'aucun dirigeant important du FLN ne souhaitait sérieusement le maintien des Européens d'Algérie. Ce qu'ont vécu les pieds noirs, ça relève de l'épuration ethnique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas
dans le cadre d'une guerre de libération nationale, les mots ont leur poids. Quand on veut libérer une nation, libération nationale, on fait en sorte que tous ceux qui ne relèvent pas de cette nation-là soient obligés de partir. Soit on les expulse, manu militari, soit alors on crée un climat de terreur tel qu'ils s'en vont. Je crois qu'il faut quand même bien voir ce qui s'est passé en Algérie. Ce qui s'est passé en Algérie, ça se serait passé ailleurs, on ne se poserait pas la question. Il y avait encore en 1961, on va dire début 1961, 1 million d'Européens, dont 100 000 Israélites, 100 000 Juifs, comme je disais, à l'époque. Enfin, on parlait d'Israélites, on ne parlait pas de Juifs en Algérie. Donc 1 million de personnes, et 2 ans plus tard, il n'y en a plus que quelques milliers. Pourquoi, en 2 ans, tant de gens sont-ils partis? Sinon, si on ne les a pas incités à partir, ou si du moins on ne leur a pas fait comprendre que leur intérêt était de partir. Alors, ce qui s'est passé en particulier, Jean-Jacques Jordi le montre très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre d'enlèvements dans les premières années, pendant 7 ans, de 54 à début 61, il y a eu un certain nombre d'enlèvements d'Européens et de disparitions. Il dit bien, il y a eu des Européens qui ont été enlevés, mais dont on a retrouvé, qui sont évadés ou qui ont été libérés, et d'autres qui ont été retrouvés, mais dont les corps ont été retrouvés. Mais il y a un certain nombre d'Européens qui ont disparu. Bon, mais là, ils ne sont pas nombreux, ils se chiffrent par 200 ou 300 sur 7 ans. Et en un an et demi, eh bien, on retrouve, comme le dit Jean-Jacques Jordi, des milliers de personnes. C'est 3000 enlèvements. C'est 1700 disparus, dont une grande partie après l'indépendance, une grande partie au dernier trimestre de l'année, après que le gouvernement algérien ait été mis en place, parce qu'on peut dire, il y a eu pendant la période un peu d'instabilité politique en Algérie, et plus personne ne contrôlait personne, mais donc il y a eu beaucoup de mots. Alors on nous dit, il y avait encore 200 000 Européens en fin 62 en Algérie. Mais attendez, quand on sait comment ça s'est passé, il y a beaucoup d'Européens qui ont essayé, qui sont retournés un petit peu en Algérie pour essayer de récupérer leurs biens, pour essayer de récupérer leur commerce, essayer de vendre leur maison, leur appartement, leurs biens, etc., qui sont partis parce que il y avait le problème des biens vacants, etc. Donc ils ont évité mais très rapidement, et on leur a fait comprendre, l'histoire de ma famille en particulier, je ne veux pas la citer ici, mais enfin l'histoire de ma famille est assez caractéristique à ce sujet, et quand on rencontre beaucoup de pieds noirs, ils vous racontent pourquoi ils sont partis, même s'ils sont partis après l'indépendance. Donc, vouloir dire qu'il n'y a pas eu une volonté de faire en sorte qu'il n'y ait plus, qu'il y ait le moins possible de non-musulmans en Algérie, c'est une erreur. Et beaucoup on connaît, Jean-Pierre Guédot en particulier le raconte parfaitement, mais avec lequel j'ai beaucoup discuté de cela, beaucoup de ce qu'on appelait, donc de tous les Européens qui étaient indépendantistes, qui ont même combattu dans les rangs du FLN, etc., qui se sont vus refuser la nationalité algérienne au motif qu'ils n'étaient pas musulmans après l'indépendance, ont préféré partir. Donc on leur a fait comprendre qu'il valait mieux pour eux partir, même donc ce n'est pas un problème politique, c'est vraiment un problème ethnique. Et Mohamed Arbi, qui n'est pas suspect, parle pas d'épuration, mais il parle de nettoyage.